Private Equity Exchange, pour sa 22e édition, se poursuit. L'après-midi de la première journée a été rythmé par des interventions de très haut niveau et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés les 4 intervenants, 4 sur 5 intervenants de la plénière d'ouverture de l'après-midi. Je commence par Anne Bassi. Anne Bassi, vous êtes fondatrice de Sashimika. Bonjour. Tout à fait. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert dans la communication, dans les territoires de marque pour dirigeants notamment, mais également au sens large, tous les aspects qui touchent à la communication dès lors qu'elle devient stratégique. C'est ça. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci d'être avec nous. Jean-Marc Bianchi, vous êtes CEO de TSG. Nous avions un petit peu plus tôt dans la journée votre directeur M&A. Là, on a le CEO, c'est magnifique. Vous êtes sous LBO, vous êtes une très belle histoire. Vous avez pivoté il y a quelques années, on en a parlé sur le Dealmakers Show. Vous vendiez des pompes à essence et aujourd'hui, vous êtes un acteur leader de la mobilité durable, le pivot. Fantastique, très belle success stories. On y reviendra dans un instant. Bonjour Mathieu, merci de votre invitation. Merci beaucoup. Olivier Bretmayer, vous êtes fondateur d'Exclusive Network. Bonjour Mathieu. Vous avez également d'autres mandats dans le LBO. Vous occupez également d'autres participations stratégiques également dans d'autres secteurs, pas exclusivement dans le secteur d'Exclusive Network. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Claire Revol, vous êtes associée au sein de Scoto. Vous êtes donc une des plus grandes maisons du management package de l'accompagnement des dirigeants sous LBO en France. La plus grande. La plus grande. C'est vous qui le dites, Bonjour, je n'ai pas le Mathieu. droit de le dire, mais merci d'être avec nous. Vous êtes intervenu aux côtés également d'Éric Momy à l'instant, donc CEO d'April, sur scène. On prend 10 minutes ensemble aujourd'hui. L'objectif donc, de cette thématique, être patron sous LBO, patronne, patron, quand ça va bien, dans un marché macro positif, quand ça va un peu moins bien, quand les nuages arrivent, vis-à-vis des équipes, vis-à-vis de la gouvernance avec ses investisseurs. C'est beaucoup de sujets à traiter en même temps. Je vous propose de faire peut-être 1 minute, 2 minutes chacun sur le takeaway, ce que vous avez vraiment entendu ou partagé aujourd'hui sur scène et que vous voudriez également partager avec nos auditeurs. Jean-Marc, on peut peut-être commencer par vous. Alors, moi je suis dans le monde du private equity depuis 20 ans. J'ai fait avec un premier groupe spécialisé dans la chimie du bâtiment pour la construction 4 tours de LBO avec différents fonds. Et puis, je dirige, comme vous l'avez dit, le groupe TSG que on fait pivoter vers les services techniques pour la mobilité propre depuis 4 ans, avec désormais HLD. Quand on regarde ça, chacun de ces groupes a connu des phases de croissance très importantes. Mais ce que je retiens, et là où j'ai le plus appris finalement, c'est au moment de la crise de 2008-2009. Au moment de la crise de 2008-2009, je gérais avec l'équipe de management une société qui allait plutôt bien, qui générait une marge d'EBITDA de 20%, qui était en train de poursuivre son plan de développement, mais qui avait été mise en LBO 2 ans avant, en utilisant un levier de la dette qui à l'époque paraissait raisonnable, mais au moment du retournement, c'est soudain avéré un peu violent et difficile à supporter. Vous avez pris le mur. On n'a pas pris le mur, on n'a pas tapé les covenants, mais pour ça, on a complètement mis à l'arrêt le développement stratégique de la boîte en Asie, en Inde, en Afrique du Sud pendant quasiment 2 ans. Jusqu'à ce qu'on reparte avec un autre sponsor pour recréer et remettre à zéro les compteurs, une situation d'equity, dette raisonnable, saine pour poursuivre le développement. Donc moi, ce que j'en ai retenu, c'est que même si en 2001, dans mon premier LBO, j'ai l'impression que monter un LBO, c'était un projet financier, le levier de la dette n'était qu'une technicalité. Ce qui compte en premier, c'est la nature du projet, l'entente et l'alignement entre le fonds et l'équipe de management sur le projet, et puis le fait et la capacité de se doter d'un levier de dette qui permet de poursuivre le développement de la boîte, même quand ça va mal. La croissance sur Excel, c'est super sympa et super facile. Dans la réalité, quand les aventures durent 15 ans, il y a des accidents dans les cycles économiques. L'actualité récente, entre le Covid, la crise des matières premières et autres conflits en ce moment en Ukraine, l'a montré. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'ingénierie financière juste comme un moyen et pas comme l'objet même du montage en LBO. Et on peut très bien vivre, très bien dormir, avec une dette raisonnable. Moi, c'est ce que j'ai retenu des interventions et de nos partages de ce matin. Je crois que Olivier mentionnait aussi des périodes moins roses dans la vie de son groupe. Et c'est très important d'avoir et la bonne dette et les bons partenaires à ce moment-là pour pouvoir avoir les nerfs, pour garder le cap. Et on va parler avec Olivier dans un instant justement de ce qu'il a pu nous partager, mais peut-être qu'avec Claire, justement, ça nous donne une bonne occasion d'échanger sur la gouvernance, sur la façon dont ça se passe, quand justement on sort un peu des clous. C'est parce que finalement,
la meilleure façon de voir si un man-pack, mais au-delà du man-pack, si les règles du jeu ont bien été établies au début, c'est de les vivre dans un moment un peu moins sympa. Exactement. Alors comment est-ce qu'on arrive à ouvrir un petit peu le capot? Parce que effectivement, j'imagine qu'un actionnaire anxieux est un actionnaire qui pose plus de questions, tout en même temps en préservant en préservant son indépendance naturelle de dirigeant, de dirigeante. Comment est-ce qu'on arrive voilà, entre transparence et indépendance, comment est-ce qu'on arrive à garder cela alors même qu'il faut rassurer son investisseur? Tout à fait. Alors, comme Jean-Marc, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le private equity et on a participé, je dirais, avec mes associés, vraiment à la naissance du management package, mais c'est un mot un peu réducteur puisqu'il y a beaucoup de choses autour. Hein. Je dirais que c'est plutôt le management dans les LBO, le manager et même le dirigeant dans les LBO. Et effectivement, d'ailleurs, voilà, notre cabinet a essaimé sur le marché, c'est naturel puisque le marché du LBO est devenu tellement énorme aujourd'hui. On n'a pas la prétention de couvrir tout le marché. Mais en tout cas, on a vu tout un tas de situations, y compris des situations très difficiles. 2008, et j'en passe, hein, des sociétés récemment peut-être et plus récemment, l'impact du Covid. Je dirais que ce que je retiens de tout ça, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut donner un petit peu la scientifique moelle de notre expérience d'assistance des dirigeants, auprès des dirigeants, c'est qu'il faut travailler l'alignement d'intérêt. L'alignement d'intérêt, il est fondamental jusque dans les détails, en ce compris quand ça va mal. Et ça, c'est notre rôle de dire, bah voilà, quand ça se passe pas bien, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je dirais qu'il y a deux choses importantes quand ça se passe mal, c'est que Jean-Marc parlait du levier financier. C'est là que s'il a été mal calibré, ça peut devenir une catastrophe. Vous pouvez avoir un groupe qui a toujours une très belle marge d'EBITDA et qui se retrouve en bris de covenant et en accélération de la dette. Et donc, le fonds perd la propriété puisqu'il y a un exercice des garanties et ça peut être une catastrophe. On a des deals sur le marché, dont on n'a pas donné d'exemple là, mais qu'on connaît tous, où ces opérations ont fini par être vendues par appartement. Et donc, travailler cet aliment d'intérêt, donc éviter, une des sujets très importants, c'est effectivement le levier financier qui soit bien calibré. Donc, le dirigeant, il est le garant de l'intérêt social du groupe, donc c'est son rôle de dire attention, voilà, on a un alignement avec vous, actionnaires, à ce que ce soit calibré justement. Voilà. Et puis, le deuxième sujet, c'est de bien préparer les accords, y compris quand ça va mal, pour préserver un équilibre jusque dans les difficultés. Et ça, c'est l'expérience de tout ce qui peut se passer. Et on ne va pas parler des sujets de révocation, d'interférence du fonds dans la gestion, parce que ça, très classiquement, quand ça va mal, le fonds va avoir tendance, l'actionnaire va avoir tendance à dire « voyons comment ça se passe, j'ouvre le capot », comme tu le disais, et je vais interférer dans la gestion, ça s'appelle de la gestion de fait, voilà. C'est très compliqué pour le management à ce moment-là. Et donc travailler pour que justement ça ne se passe pas. Voilà. Merci beaucoup Claire. Donc on l'aura compris, on n'est pas sur un panel pro-créancier. Olivier, non, mais on n'a rien contre la dette, bien au contraire, lorsqu'elle est là d'ailleurs. Oui, voilà. justement calibré. Voilà, exactement. Moyen au service du LBO. Olivier Brettmeyer, du coup, sur ce sujet justement, sur ce que vous avez pu partager pendant ce panel sur scène. Nous, on a vécu aussi, l'histoire d'Exclusive, c'est une belle histoire de croissance, de 3 millions d'euros à 5 milliards. Mais ceci, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. On a vécu quelques crises, quelques périodes un petit peu difficiles. Et avant d'en arriver à des bridges de covenant, ou on doit aller expliquer quand même à ces investisseurs que ça ne va pas aussi bien que ce qu'on leur avait dit, surtout s'ils ont payé cher. Donc, là, en général, on ne regrette pas d'avoir bien choisi son investisseur, et notamment sur la partie psychologique. Donc le choix vraiment de ses partenaires, il est important, parce que dans toutes les phases un peu plus difficiles, c'est là, dans l'adversité, que vous voyez comment ça va se passer, avant même d'être dans les problèmes légaux ou de bridge de covenant. Et donc ça, nous, on l'a eu plusieurs fois, on a eu la chance d'avoir des gens intelligents qui cherchent à comprendre, qui ne mettent pas de pression malsaine. Et donc ça, c'est très important parce que vous êtes focalisé pour essayer que ça se passe bien dans le business, dans les périodes difficiles. Si en plus vous avez une mauvaise pression, ça n'arrange pas les choses. Donc vraiment, pour ça, le choix de ses partenaires est important, et notamment sur la partie psychologique. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans le panel, d'avoir des gens aussi qui sont proches des décisions de leur comité d'investissement.
parce que c'est très facile pour quelqu'un dans un fonds d'aller justifier auprès de son comité en disant ouais, ils font pas le boulot, ça se passe pas bien, plutôt que d'aller donner les vraies raisons. Donc d'avoir des gens un peu forts en face qui vous soutiennent et qui vous accompagnent, c'est important. Comment vous avez... Est-ce qu'à un moment, vous avez senti que face aux difficultés, il y aurait pu avoir un début de crise de confiance, ou sans aller jusqu'à la crise de confiance, voilà, ça aurait pu prendre un certain chemin, et vous avez réussi à calmer le jeu, à mettre en place la pédagogie nécessaire, sans vous déconcentrer du business, comme vous le disiez. Mais est-ce qu'il y a eu ce moment, et comment vous l'avez géré ? Oui, on a eu une période comme ça qui a duré 4-5 mois, et je dois avouer qu'au bout du... Alors, moi, j'étais relativement confiant, parce que je savais que c'était cyclique, que le marché allait se redresser, mais quand le deuxième mois, vous expliquez au fond, ça sera mieux le mois prochain, le troisième mois, le quatrième mois, au bout de 4 mois, ça commence à être un peu compliqué. Donc on a eu de la chance qu'au bout de 5 mois, ça se redresse, mais je dois avouer que les 2-3... Le 4e, 5e mois, ça devient compliqué, parce qu'il commence à y avoir des attentes importantes. Et du coup... Mais on a eu la chance, nous, de ne pas avoir cette perte de confiance et que ça se passe bien, d'avoir des gens intelligents en face qui écoutent et qui ont cherché à comprendre. C'est surtout ça, et voir comment ils ont pu accompagner, comment ils pouvaient plus nous aider que simplement mettre de la pression qui ne sert pas à grand-chose. Merci beaucoup Olivier pour ce retour d'expérience. Anne Bassi, Anne, on a parlé avec Jean-Marc, avec Olivier et avec Claire de ces moments qui au final sont une zone d'expression de leadership, d'identité, d'identité en tant que dirigeant. Comment est-ce que est-ce que vous avez vu des gens justement qui vous ont inspiré dans le cadre de LBO? Parce que d'ailleurs j'ai beaucoup parlé de moments quand ça va mal, mais vous en avez heureusement connu beaucoup plus de positifs évidemment. Donc comment ça se construit une posture de dirigeant sous LBO avec une forte croissance. Quand on arrive, on est 200, 500. Au bout de 3 ans, on est peut-être 3000. C'est un énorme changement de scope, de spectre, de compétences et du coup de talent, de leadership. Comment est-ce qu'on arrive à suivre la boîte qu'on fait grandir ? Alors moi je peux vous parler plutôt de mon expérience de communicante, parce que l'expérience quand j'étais avocat, ça remonte un peu maintenant. Alors comment le dirigeant il se construit, je ne pourrais pas te répondre très précisément. Moi j'interviens souvent au moment où le LBO il a réussi, où on nous demande d'aider à communiquer, donc au niveau de la boîte, et de donner en particulier la parole soit à l'avocat qui a quelque chose à dire par rapport à ce deal qui est spécifique, voilà, et également au dirigeant. Et le dirigeant, il va raconter son histoire, justement, de comment il a fait pendant tous ces mois, toutes ces années, pour en arriver là. Et souvent, il le raconte d'ailleurs avec beaucoup d'émotion, avec ce qui l'intéresse lui. Donc l'identité initiale, l'identité de cette boîte qui a grandi. La confiance, souvent, c'est quelque chose dont il parle beaucoup. La confiance dont il ne doit pas manquer déjà vis-à-vis de lui-même, ensuite vis-à-vis de ses partenaires. Mais souvent, je trouve que les dirigeants, ils valorisent beaucoup, et c'est bien normal, les hommes et les femmes qui ont participé en fait, à cette grande aventure, et sans lesquels rien ne serait réellement possible, même si tout le monde a un rôle à jouer, les avocats, les fonds, les banques. Et ils essayent de garder justement la confiance de ces hommes et de ces femmes qui ne vivent pas de la même façon à LBO. Parce que finalement, le dirigeant, l'avocat, le banquier, le fonds, il y a une approche très professionnelle. Le salarié ou le mandataire social, mais qui n'est pas dirigeant, c'est différemment stressant, on va dire. Donc nous, on arrive au moment où il faut communiquer, et c'est souvent un plaisir de voir ces boîtes, alors que ce soit du small, du mid ou du large cap. Alors c'est vrai que moi, j'ai beaucoup travaillé notamment avec Claire, donc plutôt sur des opérations large cap, spectaculaires, donc qui font plaisir. Et ça fait plaisir de voir des belles boîtes qui cartonnent, et j'ai vraiment envie d'utiliser ce mot-là, et ce sont des belles aventures. Et je disais tout à l'heure que pour moi, le dirigeant sous LBO, c'est vraiment un dirigeant particulier. C'est le dirigeant augmenté, comme on dit aujourd'hui, parce qu'en fait, il doit tout faire. Le dirigeant d'une PME, d'une ETI qui n'est pas sous LBO, je ne dis pas que c'est simple, mais ça n'a rien à voir. Comme le disait Jean-Marc, le dirigeant sous LBO, il peut être amené à avoir les yeux rivés sur les covenants. Un dirigeant qui n'est pas sous LBO, c'est pas son problème en réalité. Donc il y a être tout le temps près de la balle, l'opérationnel. Il est actionnaire, il n'est pas actionnaire, il est minot, il est majo. Voilà, c'est un monde à part. Voilà. Et moi, je suis contente de pouvoir à un moment communiquer sur ces belles histoires. Merci à tous pour vos retours. Merci à tous pour votre présence.
Et merci à vous de nous suivre sur For Change. Je vous retrouve dans un instant pour poursuivre nos interviews des intervenants de cette 22e édition. Merci beaucoup et bonne journée.